Sors ton Ma'am, here sale is cul de your ma ticket. file avant que j'appelle la sécurité pour te faire traîner dehors. Patricia Hartwell attrapa le bras de Marcus Washington et le tira en arrière. Sa tasse de café lui échappa des mains, le liquide chaud éclaboussant son jean délavé et s'accumulant près de ses baskets usées. Elle marcha sur sa carte d'embarquement éparpillée, écrasant son talon de créateur sur le papier. C'est la première classe ici, pas la file d'aide sociale, siffla-t-elle, positionnant son sac Hermès pour lui barrer complètement le chemin. Marcus, 42 ans, resta parfaitement immobile. Son simple t-shirt noir et son vieux jean le désignaient comme une proie sous son regard de prédatrice. Autour d'eux, la porte 47 se tut, à l'exception du doux cliquetis des appareils photo de téléphone. Une adolescente chuchota dans son direct, « Oh mon Dieu, elle vient d'appeler la sécurité. » La voix de Patricia traversa le terminal. « Faites sortir cet homme immédiatement. » 200 passagers fixaient la scène, certains filmaient, d'autres détournaient le regard. Des témoins mal à l'aise d'une humiliation publique. Avez-vous déjà vu la dignité de quelqu'un se faire arracher en temps réel? La voix de l'agent de porte crépita dans les haut-parleurs. Le vol 847 à destination de New York commencera l'embarquement dans 10 minutes. Marcus se pencha lentement, ramassant sa carte d'embarquement détrempée sous le talon aiguille de Patricia. Le papier était déchiré, mais le siège 1 restait visible. Il se redressa, faisant face à son regard furieux avec des yeux bruns impassibles. « Madame, j'ai un billet de première classe, dit-il doucement. Le rire de Patricia fut aigu comme du verre brisé. « Bien sûr, chérie. Laisse-moi deviner, tu as gagné à la loterie, trouvé ça dans une benne à ordures. » Elle se tourna vers la foule grandissante, cherchant l'approbation. « Vous pouvez croire ce type. » Un homme blanc d'âge mûr, en polo de golf, hocha la tête d'un air approbateur. « Certaines personnes n'ont aucune honte, marmonna-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Jennifer Martinez, l'agent de porte, s'approcha avec le sourire exercé de quelqu'un payé pour gérer les problèmes. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Marcus, pas sur Patricia. « Monsieur, il semble y avoir une certaine confusion. Puis-je revoir votre carte d'embarquement ?» Marcus tendit le papier humide et déchiré. Jennifer l'examina comme un détective étudiant des preuves, le retournant 2 fois, le tenant à la lumière. « C'est légitime, admit-elle à contre-cœur. Mais je dois vérifier que votre pièce d'identité corresponde au nom. »« Bien sûr que vous le devez, » claqua Patricia. « Vérifiez sa carte d'aide sociale pendant que vous y êtes. » Maya Carter, 17 ans, avait lancé son direct pour tuer l'ennui à l'aéroport. Maintenant, elle serrait son téléphone plus fort alors que le nombre de spectateurs grimpait, 847, 1230, 1847. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. On est en 2025. C'est n'importe quoi. Que quelqu'un appelle les infos. Cette femme est folle. Filme tout, ma belle. Tout le monde, ça devient fou, chuchota Maya dans son téléphone. Cette femme vient d'agresser un homme parce qu'il était dans la file. Marcus tendit la main vers son portefeuille. Ses mouvements étaient délibérés et calmes. Alors qu'il sortait son permis de conduire, quelque chose de noir et métallique capta la lumière du terminal. Une carte qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent légèrement. Elle avait déjà vu cette carte entre les mains de dirigeants de la tech et de princes des fonds spéculatifs, l'American Express Centurion, la carte noire sur invitation qui exigeait des dépenses annuelles de 250 000 $ juste pour être éligible. Mais la dissonance cognitive était trop forte. Cet homme, dans ses vêtements de friperie, ne pouvait pas. Probablement voler, déclara-t-elle plus fort maintenant. Jennifer, vous devez appeler la sécurité. Je me sens menacée. La radio de l'agent de porte crépita. Sécurité à la porte 47. Litige client. Marcus vérifia sa montre. Un détail que Patricia manqua entièrement. La Patek Philippe Nautilus à son poignet valait plus que les voitures de la plupart des gens, 78 000 $ en or rose et complications, battant silencieusement contre sa peau sombre. 8 minutes avant l'embarquement, résonna l'annonce. L'agente Rebecca Thompson arriva la première, la main posée négligemment sur sa radio. Derrière elle, l'agent Daniel Rodriguez flanqua le côté droit de Marcus. Tous deux avaient déjà répondu à des litiges clients. Tous deux se positionnèrent inconsciemment pour contenir l'homme noir,
et non la femme blanche agitée. Quelle est la situation? Demanda Thompson à Jennifer, ignorant Marcus complètement. Ce monsieur prétend avoir un billet de première classe, mais il y a eu une certaine confusion, expliqua Jennifer délicatement. Aucune confusion, intervint Patricia. Il ment évidemment. Regardez-le. A-t-il l'air de sa place en première classe? Le direct de Maya avait explosé à 3400 spectateurs. Le drame du Port 47 était en vogue à Chicago. Jake Morrison, stagiaire aux informations locales, rafraîchit son fil Twitter et faillit s'étouffer avec son café. C'est de l'or en barre pour le contenu. Monsieur, nous allons avoir besoin que vous vous mettiez de côté pendant que nous réglons cela, dit l'agent Rodriguez, faisant signe à Marcus de s'éloigner de la file d'embarquement. Je préférerais attendre ici, répondit Marcus calmement. Mon groupe d'embarquement sera appelé dans 6 minutes. La simple déclaration sonna comme un défi. Le visage de Patricia devint cramoisi. Préféré? Vous préféreriez? Qui croyez-vous être? Je suis un passager avec une réservation confirmée, dit Marcus. La voix de Patricia porta à travers la zone d'embarquement. Je prends la première classe chaque semaine, Chicago-New York, Chicago-Los Angeles, Chicago-Miami. Je connais tous les grands voyageurs de ce terminal, et je ne vous ai jamais vu. Elle s'approcha, envahissant son espace personnel. Son Chanel No. 5 se mêlait au parfum de supériorité et d'arrogance. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que vous avez acheté un faux billet en ligne, ou peut-être que vous êtes en train de monter une sorte d'arnaque parce qu'il n'y a aucun moyen possible, que vous ayez gagné votre place dans cette cabine. Le cercle de spectateurs avait atteint 50 personnes. Certains filmaient ouvertement maintenant. D'autres faisaient semblant de consulter leur téléphone tout en enregistrant. Quelques-uns semblaient réellement mal à l'aise, mais ne disaient rien. Le téléphone de Marcus vibra. L'identification de l'appelant indiquait la réunion du conseil, 7 heures. Il jeta un coup d'œil à l'heure, 6h53. Excusez-moi, dit-il, portant le téléphone à son oreille. Cela ne prendra qu'un instant. Oh, hors de question. Patricia s'élança, essayant de lui arracher le téléphone des mains. Vous ne faites pas d'appel pendant que nous traitons votre fraude. L'agent Thompson s'interposa finalement entre eux. Madame, veuillez reculer. Mais le mal était fait. Le direct de Maya avait tout capturé. Le nombre de spectateurs atteignit 5200. Les commentaires défilaient trop vite pour être lus, mais le sentiment était clair, l'indignation. Arrêtez-la. C'est absolument dégoûtant. Où est-ce? J'appelle la compagnie aérienne. Que quelqu'un me dise son nom, s'il vous plaît. Marcus répondit à son appel avec le même calme tranquille qu'il avait maintenu tout au long de l'épreuve. Sarah, j'ai environ 30 minutes de retard. Veuillez reporter la réunion du conseil à 7h30. Le mot au conseil planait dans l'air comme un point d'interrogation. Les yeux de Patricia se plissèrent. Jennifer se déplaça inconfortablement. Même l'agent Thompson sembla recalculer son évaluation de la situation. Monsieur, qui appelez-vous exactement? Demanda Jennifer. Marcus raccrocha sans répondre. Il vérifia de nouveau sa montre. Le geste était décontracté, mais la montre capta la lumière juste assez mal pour que Patricia la remarque. Elle eut le souffle coupé. 5 minutes avant l'embarquement, leur rappela l'annonce. La foule se pressa davantage. Maya repositionna son téléphone pour un meilleur angle. Les agents de sécurité échangèrent des regards, soudain incertains de leurs suppositions, et Marcus Washington attendit simplement, aussi calme qu'un homme qui n'avait absolument rien à prouver et tout le temps du monde pour le faire. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer l'embarquement du vol 847 à destination de New York. Passagers de première classe, bienvenue à bord. L'annonce coupa la tension comme un coup de pistolet de départ. La tête de Patricia se tourna brusquement vers le pupitre d'embarquement, puis revint vers Marcus avec une concentration de prédatrice. Ça y est, déclara-t-elle triomphalement. Il est temps de démasquer votre petite mascarade. Le direct de Maya avait explosé à 8900 spectateurs. Le hashtag racisme aérien était maintenant en vogue dans tout le pays, grimpant vers le top 10. Que quelqu'un découvre qui elle est. Cet homme a plus de classe que toute sa lignée.
Je ne volerai plus jamais avec cette compagnie. Mise à jour, les infos locales reprennent ça. La superviseure de l'agent de porte Jennifer, Karen Mills, se matérialisa à côté du pupitre. À 45 ans, Karen avait gravi les échelons de la hiérarchie de la compagnie aérienne grâce à une combinaison de respect rigide des règles et d'une capacité étrange à sentir le vent tourner. Aujourd'hui, le vent ressemblait à un ouragan. Jennifer, qu'est-ce qui retarde? La voix de Karen portait l'autorité du cadre intermédiaire partout. Nous avons un problème de vérification de passagers qui retarde l'embarquement, expliqua Jennifer, désignant la foule entourant Marcus. Les yeux de Karen balayèrent la scène, 2 agents de sécurité, une femme blanche agitée en vêtements de créateur, un homme noir calme en tenue décontractée, et au moins 60 passagers avec leur téléphone sorti. Son calcul mental fut rapide et impitoyable. « Monsieur, j'aurais besoin que vous vous mettiez de ce côté. » Karen dirigea Marcus vers le coin, loin de la file d'embarquement. « Nous devons résoudre cela avant de pouvoir continuer l'embarquement. »« Je préférerais embarquer avec mon groupe assigné, » répondit Marcus. Le mot préféré encore une fois. Le visage de Patricia se tordit de rage. Ça recommence. Vous avez entendu cette attitude? Cet homme pense pouvoir dicter ses conditions aux employés de la compagnie aérienne. Elle se tourna vers la foule. C'est exactement ce qui ne va pas avec ce pays, aucun respect, aucune responsabilisation. Une femme d'une 60aine d'années hocha la tête d'un air approbateur. À mon époque, les gens connaissaient leur place, marmonna-t-elle à son mari. Mais la foule n'était pas monolithique. Une jeune femme latina s'avança, son téléphone en mode enregistrement. « Madame, il fait juste la queue. C'est vous qui causez des problèmes. » Excusez-moi, Patricia se retourna. « Vous défendez ça, cette situation? » Je défends la décence humaine fondamentale, répondit la femme. Les lignes de fracture devenaient visibles. Les passagers blancs plus âgés prenaient généralement le parti de Patricia. Les voix plus jeunes et plus diverses s'y opposaient. La zone d'embarquement se transformait en un colisée des médias sociaux. 2 autres agents de sécurité arrivèrent, leurs lourdes bottes résonnant sur le sol du terminal. L'agent Williams et l'agent Carter flanquèrent le cercle grandissant, créant un périmètre intimidant autour de Marcus. Le visuel était indubitable, 4 agents en uniforme entourant un homme noir non armé. Patricia sourit avec satisfaction. Enfin, des renforts. Maintenant, nous allons pouvoir aller au fond de cette fraude. Maya ajusta l'angle de son téléphone, chuchotant de toute urgence à son public. Tout le monde, ils ont encerclé cet homme comme s'il était un criminel. C'est insensé. La radio de l'agent Rodriguez crépita. Unité 47, nous avons des unités supplémentaires en route. Les médias ont été alertés d'une situation à votre emplacement. Le téléphone de Marcus sonna de nouveau. Cette fois, Patricia était prête. Oh, absolument pas. Elle s'élança, tentant de saisir l'appareil. Vous n'allez pas appeler vos amis de gang ou je ne sais quoi. L'agent Thompson bougea finalement de manière décisive, s'interposant entre eux. Madame, vous ne pouvez pas toucher les autres passagers. Je protège tout le monde ici, hurla Patricia. Cet homme est manifestement dangereux. Regardez comme il est calme. Ce n'est pas normal. L'observation était bizarre, mais toucha d'une certaine manière une corde sensible chez plusieurs spectateurs. Le calme de Marcus face à l'hostilité croissante semblait presque surnaturel. Tandis que Patricia devenait de plus en plus déchaînée de minute en minute, il restait stable comme le granit. Un homme d'affaires d'âge moyen en costume froissé intervint. La dame a raison. Pourquoi n'est-il pas en colère? Je serais furieux si quelqu'un mettait en question mon billet comme ça. Peut-être parce qu'il est coupable, suggéra un autre passager, une femme serrant des bagages de marque. Les innocents se défendent. La psychologie de la foule changeait. Le calme même de Marcus était utilisé comme une arme contre lui, interprété comme une preuve de culpabilité plutôt que de la grâce sous pression. Maya chuchota dans son direct. Tout le monde, je filme depuis 20 minutes et cet homme n'a pas élevé la voix une seule fois. Pas une seule fois. Pendant ce temps, Patricia ici présente est en pleine crise de nerfs. Ce n'est pas Karen. C'est Patricia, LOL. Quelqu'un d'autre pense qu'il pourrait être célèbre? Plus il devient calme, plus elle devient folle.
Rebondissement en vue. Je le sens. Marcus répondit à son téléphone avec le même ton mesuré. David, j'ai besoin que vous tiriez le manifeste des passagers du vol 847. Oui, tout de suite. Et contactez le service juridique. Nous avons peut-être une situation qui nécessite des pièces justificatives. Le mot juridique frappa la foule rassemblée comme un choc électrique. Karen Mills sentit son estomac se contracter. Les mains de Jennifer commencèrent à trembler. Même l'agent Thompson se redressa inconsciemment. La voix de Patricia grimpa en un cri aigu. Juridique? Et le accent aigu GAL? Vous menacez de nous poursuivre pour avoir arrêté votre arnaque? Je ne menace personne, dit Marcus calmement. Je m'assure simplement d'une documentation appropriée. Une nouvelle voix coupa le chaos. Que se passe-t-il exactement ici? Le capitaine James Rodriguez, sans lien de parenté avec l'agent de sécurité, s'approcha avec la démarche mesurée de quelqu'un habitué au commandement. Les galons de pilote sur ses épaules commandaient un respect instantané de la part du personnel de porte. Capitaine, Karen Mills se précipita. Nous avons un problème de vérification de passagers qui retarde l'embarquement. Les yeux du capitaine Rodriguez balayèrent la scène, les passagers filmant, l'homme noir encerclé, la femme blanche hystérique, les employés nerveux. En 30 ans de vol, il avait déjà vu ce film. Madame, s'adressa-t-il directement à Patricia. Je comprends qu'il y a une certaine confusion concernant les sièges. Patricia saisit l'opportunité. Capitaine, Dieu merci, quelqu'un avec autorité est là. Cet homme essaie d'embarquer en première classe avec ce que je soupçonne être un billet frauduleux. Il n'a clairement pas sa place. Madame, l'interrompit fermement le capitaine. Je ne détermine pas qui a sa place ou que ce soit en fonction de son apparence. Si le monsieur a un billet valide, il vole. La réprimande piqua. Le visage de Patricia devint cramoisi. La superviseure Karen prit une décision calculée. Mieux valait faire preuve de prudence de l'entreprise que de devoir faire face à une poursuite. Monsieur, pendant que nous réglons cela, je peux vous offrir un surclassement gratuit sur le prochain vol, plus un bon pour. J'ai un siège de première classe confirmé sur ce vol, l'interrompit Marcus doucement. Je ne vois aucune raison de changer mes plans de voyage. La politesse rendait la chose encore pire. Patricia commença à faire les 100 pas comme un animal en cage. C'est insensé. Insensé. Vous le laissez vous manipuler. Elle montra du doigt la foule de manière accusatrice. Vous ne voyez pas ce qu'il fait? Il joue la victime, agit calmement et raisonnablement, nous faisant passer pour des méchants. Un adolescent avec une casquette des Yankees renifla. Madame, vous vous faites passer pour une méchante. N'osez pas, Patricia se tourna vers lui, mais se retint. Même dans sa fureur, un instinct l'a mis en garde contre l'agression verbale d'un mineur devant les caméras. Le nombre de spectateurs de Maya atteignit 12 000. Des fourgonnettes de presse seraient en route pour Ware. Porte 47 avait rejoint les sujets tendance aux côtés de racisme aérien et justice pour Marcus. Bien que personne n'ait mentionné le nom de Marcus devant les caméras, la situation échappait à tout contrôle. Le directeur des opérations aéroportuaires, Tom Bradley, se précipita, son casque Bluetooth clignotant avec des appels entrant du siège social. Tout le monde, nous devons résoudre cela immédiatement, annonça Bradley. Nous avons des demandes des médias, une couverture des médias sociaux et des entreprises qui posent des questions. Patricia saisit son arrivée. Enfin, monsieur, j'exige que cet homme soit retiré immédiatement. Il perturbe tout l'aéroport avec son frauduleux. Madame, veuillez baisser la voix, demanda Bradley. Nous traitons cela professionnellement. Professionnellement, la voix de Patricia atteignit une nouvelle octave. Un professionnel aurait arrêté cette arnaque il y a 20 minutes. L'agent Rodriguez reçut une autre mise à jour radio. Nous avons des demandes des médias pour des déclarations. Le capitaine veut connaître notre statut. Le statut est que nous avons une vérification de passagers en cours, répondit Thompson avec prudence. Marcus vérifia de nouveau sa montre. Le geste devenait automatique, mais cette fois, Patricia regardait. Ses yeux se posèrent sur son poignet comme un laser. Attendez. Sa voix tomba en un chuchotement. Attendez une minute. Les jurons traversèrent le bruit de la foule.
Plusieurs passagers haltèrent. Des enfants se couvrirent les oreilles. Cette montre? Patricia s'approcha, plissant les yeux. Ce n'est pas. Ce n'est pas possible. Marcus ne dit rien, mais ne tenta pas de cacher la montre. Oh mon Dieu, le visage de Patricia devint blanc. C'est une Patek Philippe. C'est une montre à 80 000 $. La foule s'agita, les téléphones inclinés pour de meilleurs clichés du poignet de Marcus. Et alors, cria la femme latina. Peut-être qu'il l'a économisé. Personne n'économise 80 000 $ pour une montre, hurla Patricia. Personne ne s'habille comme un sans-abri et ne porte une montre à 80 000 $ à moins qu'il ne soit. Elle s'arrêta, les implications la frappant comme de l'eau froide. Le direct de Maya explosa de spéculation. Rebondissement en vue. Mec riche voyageant incognito. Elle est sur le point de découvrir. C'est mieux que Netflix. Karen Mills était maintenant visiblement en sueur. Un passager avec une montre à 80 000 $ qui avait calmement appelé le service juridique n'était pas quelqu'un qu'elle voulait antagoniser. Mais reculer maintenant, avec les caméras qui tournent, donnerait l'impression qu'elle faisait du profilage basé sur l'apparence. Monsieur, commença-t-elle avec prudence. Peut-être pourrions-nous régler cela plus discrètement. Je suis à l'aise de régler cela ici, dit Marcus. La dernière annonce d'embarquement résonna dans la zone de la porte. Ceci est le dernier appel à l'embarquement pour le vol 847 à destination de New York. Tous les passagers restants, veuillez embarquer immédiatement. Patricia regarda la porte, puis Marcus, puis la foule de passagers filmant. Son monde s'écroulait en temps réel, diffusé à des milliers d'étrangers. Je me fiche de qui vous croyez être, chuchota TL, mais assez fort pour que les microphones l'entendent. Je me fiche de ce que vous portez ou des jeux auxquels vous jouez. Vous n'avez pas votre place en première classe. Vous n'avez pas votre place sur mon vol. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne essaie de se faufiler dans des espaces qu'elle ne mérite pas. Les mots planèrent dans l'air comme une malédiction. Marcus Washington la regarda longuement. Puis il sourit à peine, juste assez pour suggérer qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Madame, dit-il doucement. Je pense que vous êtes sur le point d'être très surprise. Marcus sortit son téléphone avec le même calme délibéré qu'il avait maintenu tout au long de l'épreuve. La foule se pressa davantage, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Maya inclina son direct pour le cliché parfait. Nombre de spectateurs dépassant les 15 000. Sarah, dit-il au téléphone, sa voix portant une nouvelle autorité qui figea tout le monde. C'est Marcus. J'ai besoin que vous sortiez les dossiers des employés immédiatement. Le ton était indubitable, un ordre exécutif, pas une requête, pas une supplique, un ordre. Le sourire de Patricia vacilla. Quelque chose dans sa voix ne correspondait pas à l'homme qu'elle avait humilié pendant les 30 dernières minutes. Numéro d'employé 4739B, Patricia Hartwell, superviseur du service client, Hub de Chicago. Les yeux de Marcus ne quittèrent jamais le visage de Patricia pendant qu'il parlait. J'ai besoin de son dossier complet, de ses évaluations de performance et de son dossier disciplinaire sur mon bureau dans les 10 minutes. La couleur quitta le visage de Patricia comme l'eau d'un barrage brisé. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un son, un poisson haletant sur la terre ferme. Qui appelez-vous, chuchota TL. La question planait dans l'air. 60 passagers retinrent leur souffle. 4 agents de sécurité échangèrent des regards incertains. Les agents de porte Jennifer et Karen Mills fixaient la scène avec une horreur croissante alors que les pièces commençaient à s'assembler. Tirez également les dossiers d'emploi de Jennifer Martinez, employé 8847A, et de la superviseure Karen Mills, employé 2156C, continua Marcus au téléphone. Je veux examiner leur certification de formation, spécifiquement concernant les protocoles de non-discrimination. La main de l'agent Thompson s'éloigna de sa radio. L'agent Rodriguez fit un pas en arrière inconsciemment. Le changement de langage corporel était subtil, mais indubitable. Il ne traitait plus Marcus comme une menace potentielle. Maya chuchota dans son direct. Tout le monde, quelque chose de grand se passe. Cet homme sort des numéros d'employés de mémoire. OMG, il connaît leurs employés. Rebondissement du siècle. Elle est sur le point d'être virée. Qui est-il?
Le capitaine Rodriguez s'avança, sa formation de pilote reprenant le dessus. Lorsque les situations dépassaient les paramètres normaux, il fallait recueillir des informations rapidement et agir de manière décisive. « Monsieur, puis-je vous demander à qui vous parlez ?» Marcus leva un doigt, un geste si naturellement autoritaire qu'un commandant de bord d'une compagnie aérienne commerciale attendit en fait la permission de parler davantage. « Sarah, une dernière chose. J'ai besoin que David Carter soit là, au service juridique, immédiatement. Porte 47, OR, Terminal 3. Nous avons une situation impliquant une discrimination d'employés, des violations potentielles des droits civiques et ce qui semble être une défaillance systémique des protocoles de prévention des préjugés. Juridique. Violation des droits civiques. Défaillance systémique. Les mots frappèrent le personnel de l'aéroport assemblé comme des coups de massue. Karen Mills sentit ses genoux fléchir. Jennifer commença à pleurer doucement. Le directeur des opérations Bradley tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour envoyer un message à quelqu'un de bien plus haut dans la hiérarchie. Patricia retrouva sa voix, bien qu'elle sortît comme un croassement. « Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas possiblement. » « Madame, » dit Marcus, mettant fin à son appel et lui accordant toute son attention pour la première fois. « Je pense que nous devons avoir une conversation. » Il tendit la main dans son portefeuille. Pas le geste rapide de quelqu'un cherchant une pièce d'identité, mais le mouvement mesuré de quelqu'un accédant exactement à ce dont il avait besoin. La carte MX Centurion noire apparut d'abord, suivie de ce qui ressemblait à un badge d'identification d'entreprise. La foule se pencha en masse. « Mon nom est Marcus Washington », dit-il clairement, sa voix portant à travers la zone d'embarquement sans effort. « Je suis le directeur général de Washington Holdings, LLC. » Les premiers halètements ondulèrent à travers la foule. Le téléphone de Maya faillit lui glisser de ses mains tremblantes. Washington Holdings détient actuellement une participation au capital de 34% dans cette compagnie aérienne, ce qui fait de nous l'actionnaire principal. La deuxième vague de halètements fut plus forte. Quelqu'un dans la foule chuchota, « Putain de merde », assez fort pour que le direct le capte. Les jambes de Patricia lâchèrent. Elle trébucha en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le mur de fenêtre donnant sur le tarmac, son sac de créateur tombant de ses doigts sans force. « C'est impossible, » souffla-t-elle. « Vous êtes juste. »« Je suis juste quoi, Patricia ?» demanda Marcus doucement. La question résonnait avec 30 minutes d'humiliation accumulée. Chaque supposition qu'elle avait faite, chaque insulte qu'elle avait lancée, chaque demande de son renvoi, tout cela se reflétait maintenant sur elle comme des miroirs dans un palais des glaces de sa propre création. Le capitaine Rodriguez fut le premier à retrouver son sang-froid. 30 ans de formation aux situations d'urgence lui avaient appris à s'adapter rapidement aux situations changeantes. « Monsieur Washington, au nom de l'équipage de vol, je m'excuse pour tout. »« Capitaine, vous vous êtes conduit professionnellement tout au long de cet incident, » l'interrompit Marcus. « Ma préoccupation n'est pas l'équipage de vol. » Son regard balaya le personnel de la porte. Karen Mills était maintenant ouvertement en sueur malgré la climatisation de l'aéroport. Jennifer était passée des pleurs doux aux sanglots à peine contenus. « Ma préoccupation est une culture qui permet aux clients d'agresser physiquement d'autres passagers pendant que les employés restent là à regarder. Une culture qui assume immédiatement la fraude lorsqu'un homme noir présente un billet de première classe. Une culture qui appelle la sécurité pour maîtriser la victime plutôt que l'agresseur. » Chaque mot fut délivré avec une précision chirurgicale, pas de voix élevée, pas d'explosion émotionnelle, juste des faits présentés comme des preuves devant un tribunal. Le direct de Maya avait explosé à 25 000 spectateurs. Les commentaires défilaient trop vite pour être lus, mais le sentiment était universel, un choc absolu et un sentiment croissant de justice rendue. « Je n'arrive pas à y croire. Elle a agressé le propriétaire de la compagnie aérienne. Karen est sur le point de perdre son emploi. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. » Le directeur des opérations Bradley s'avança, son casque Bluetooth silencieux pour la première fois depuis 1 heure. Le siège social avait cessé d'appeler. Ils étaient probablement trop occupés à tenir des réunions d'urgence à propos de la vidéo virale de leur principal actionnaire agressé à sa propre porte. « Monsieur Washington, monsieur, je tiens à vous présenter mes excuses personnelles. »« Tom » dit Marcus, et les yeux de Bradley s'écarquillèrent à l'utilisation décontractée de son prénom. « Nous aborderons les défaillances opérationnelles plus tard.
Pour l'instant, je suis plus intéressé à comprendre comment une employée comme Patricia Hartwell maintient son poste malgré ce que je suppose être un schéma de comportement discriminatoire. Patricia essaya de parler, mais seul un son étranglé en sortit. Son monde entier, son emploi, son statut, son sentiment de supériorité, s'écroulait en temps réel, diffusé à des milliers de témoins. Les dossiers des employés nous diront tout ce que nous devons savoir, continua Marcus. Plainte client, incident précédent, formation terminée. Les données disent toujours la vérité. Une nouvelle voix coupa la foule. Monsieur Washington. David Carter, avocat, s'approcha avec la démarche pressée d'un avocat qui avait été tiré d'une autre réunion pour une urgence. Son costume sur mesure et sa mallette en cuir le désignaient comme une puissance juridique sérieuse. David, merci d'être venu si vite, dit Marcus, son ton passant à une familiarité collégiale. Nous avons une situation qui nécessite une documentation minutieuse. L'arrivée de l'avocat fut le dernier clou dans le cercueil du déni de Patricia. Ce n'était pas une arnaque. Ce n'était pas une fraude. Ce n'était pas un cas d'erreur sur la personne. Elle avait physiquement agressé le propriétaire de la compagnie aérienne devant les caméras, devant des centaines de témoins, tout en exigeant qu'il soit arrêté pour le crime d'exister dans un espace qu'elle estimait qu'il ne méritait pas. Je ne savais pas, chuchota T.L., les mots à peine audibles. Je ne pouvais pas savoir. Marcus se tourna vers elle, et pour la première fois, son expression contenait quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Patricia, dit-il doucement. C'est exactement le problème. Vous avez fait des suppositions sur qui je suis basé uniquement sur mon apparence. Vous m'avez traité comme moins qu'humain parce que je ne correspondais pas à votre idée d'un passager de première classe. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. La question maintenant est, qu'allons-nous faire pour nous assurer que cela n'arrive plus jamais à personne d'autre? La foule resta dans un silence absolu, observant la personne la plus puissante de la pièce accorder sa grâce à la femme qui avait tenté de détruire sa dignité. Mais la reddition des comptes de Patricia Hartwell ne faisait que commencer. David Carter ouvrit sa mallette en cuir avec une efficacité exercée, sortant une tablette et un bloc-notes juridique. Le clic de son stylo moulant sur le papier fut le seul son dans la zone d'embarquement soudainement silencieuse. Monsieur Washington, j'ai examiné les séquences préliminaires des médias sociaux, dit l'avocat, sa voix portant le poids d'une éducation juridique coûteuse. Nous avons une documentation claire d'agression physique, de langage discriminatoire et de ce qui semble être un préjugé systématique de la part de plusieurs employés de la compagnie aérienne. Marcus hocha la tête, son attention se tournant vers le groupe d'employés de la compagnie aérienne. Karen Mills semblait sur le point de vomir. Jennifer avait cessé de pleurer, mais restait figée de terreur. Le directeur des opérations Bradley continuait de vérifier son téléphone, probablement pour répondre aux appels de dirigeants qui réalisaient à peine l'ampleur de leur crise. Commençons par quelques faits, dit Marcus, sa voix prenant le ton d'une présentation de conseil d'administration. Cette compagnie aérienne a enregistré 12,3 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. Les plaintes concernant le service client ont augmenté de 47% d'une année sur l'autre, les incidents liés à la discrimination représentant 23% de toutes les plaintes déposées auprès du département des transports. La précision des chiffres frappa comme des coups de marteau. Ce n'étaient pas des estimations ou des approximations. C'étaient des chiffres exacts qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant accès aux données d'entreprises les plus sensibles. Le règlement fédéral de l'aviation 250.9 exige des transporteurs aériens qu'ils établissent des procédures pour traiter les plaintes de discrimination, continua Marcus. Le titre 6 de la loi sur les droits civiques de 1964 interdit la discrimination par tout programme recevant une aide fédérale, ce qui inclut toutes les compagnies aériennes commerciales opérant aux États-Unis. David Carter hocha la tête d'un air approbateur en prenant des notes. L'audience du direct de Maya avait atteint 31 000 spectateurs, les principaux médias demandant maintenant l'autorisation d'utiliser ces séquences. Patricia, Marcus s'adressa directement à elle. Elle tressaillit comme si son nom était un coup physique. Employé numéro 4739B, embauché le 15 mars 2019. Actuellement en probation disciplinaire suite à 3 plaintes de clients déposées au cours des 18 derniers mois. Les 3 plaintes concernaient des allégations de traitement discriminatoire envers des passagers de couleur. La bouche de Patricia s'ouvrit. Les dates spécifiques, le numéro d'employé, le nombre exact de plaintes des informations qui auraient dû être des données personnelles confidentielles roulèrent sur sa langue comme une liste de courses.
Comment faites-vous? Comment pourriez-vous, balbutia-t-elle. Parce que je reçois des rapports trimestriels sur toutes les actions disciplinaires des employés à travers notre réseau, répondit Marcus d'un ton factuel. L'investissement de Washington Holdings dans cette compagnie aérienne n'est pas passif. Nous surveillons activement la performance opérationnelle, y compris le comportement des employés qui pourraient exposer l'entreprise à une responsabilité légale. Il se tourna vers Jennifer, qui rétrécit visiblement sous son attention. Jennifer Martinez, employée 8847A, embauchée en juillet 2021, formation obligatoire de prévention des préjugés, complétée avec 6 mois de retard. Certification de service client expirée le mois dernier. Évaluation de performance actuelle, à améliorer, avec des notations spécifiques concernant les interactions avec les passagers basées sur des suppositions. Les larmes de Jennifer reprirent avec une intensité renouvelée. Chaque échec professionnel, chaque date limite manquée, chaque évaluation négative était mise à nu devant ses collègues et des centaines de témoins. Karen Mills tenta de s'avancer, espérant peut-être détourner l'attention de ses subordonnés. Le regard de Marcus se posa sur elle comme un projecteur, trouvant sa cible. Superviseur Karen Mills, employé 2156C, 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Promu au poste de superviseur malgré avoir échoué 2 fois à l'évaluation de leadership. Actuellement responsable des opérations de porte qui ont généré 34% de plaintes de discrimination de plus que la moyenne du réseau. La précision mathématique était dévastatrice. Pas seulement des plaintes, mais plus de plaintes que les lieux comparables. Pas seulement des problèmes, mais des problèmes mesurablement pires sous sa direction spécifique. La loi sur les droits de l'homme de l'Illinois, section 5 à 102, rend illégal pour tout lieu d'hébergement public de refuser des services basés sur la race, la couleur ou l'origine nationale, continua Marcus, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau conversationnel. Les violations entraînent des amendes allant jusqu'à 25 000 $ par incident, plus les dommages réels et les honoraires d'avocat. Le capitaine Rodriguez, qui était resté professionnellement silencieux tout au long de l'escalade, finit par prendre la parole. Monsieur Washington, en tant que pilote commandant de bord de cet avion, je veux m'assurer que nous gérons cette situation de manière appropriée. Quelles sont vos attentes pour la suite? Marcus apprécia l'approche directe. Capitaine, votre conduite tout au long de cet incident a été exemplaire. Vous avez tenté de désamorcer la situation et avez maintenu l'accent sur la sécurité et la dignité des passagers. Mes préoccupations ne sont pas l'équipage de vol. Il fit un geste vers David Carter, qui avait rempli plusieurs pages de notes et de citations juridiques. Mes préoccupations sont les défaillances systémiques qui permettent à de tels incidents de se produire, de s'intensifier et d'être enregistrés pour la consommation publique sans qu'un seul employé n'intervienne pour protéger un passager contre l'agression et le harcèlement. Le mot agression provoqua des ondes de choc visibles dans la foule. La terminologie juridique avait le don de rendre les situations soudainement plus sérieuses, plus permanentes, plus conséquentes. David, quelle est notre évaluation de l'exposition légale? Demanda Marcus à son avocat. Importante, répondit Carter sans hésitation. Agression physique capturée en vidéo avec de multiples témoins. Langage discriminatoire documenté via direct et médias sociaux. Échec des employés de la compagnie aérienne à protéger la sécurité des passagers. Nous envisageons des violations fédérales des droits civiques, des lois étatiques sur la discrimination et une action potentielle du DOT. Il feuilleta ses notes. Estimation prudente de la responsabilité légale, 2,3 millions de $ en coûts directs, plus les dommages réputationnels qui pourraient affecter la valorisation boursière de 3 à 5%. Les chiffres étaient à donner à réfléchir. Les 30 minutes de rage de Patricia avaient potentiellement coûté des millions de $ à la compagnie aérienne et déclencheraient probablement une enquête fédérale. Maya chuchota dans son direct, « Tout le monde, cet homme est sur le point de mettre fin à des carrières entières avec des feuilles de calcul et des livres de droit. C'est la démolition la plus sauvage que j'ai jamais vue. Le PDG utilisant les faits et la logique pour détruire le racisme. C'est mieux que n'importe quel drame judiciaire. » À elle, Marcus. Marcus sortit de nouveau son téléphone. « Sarah, j'ai besoin que vous mettiez en conférence Janet Morrison des RH et Robert Kim des affaires juridiques. Nous mettons en œuvre des mesures correctives immédiates. » Le haut-parleur du téléphone s'activa, emplissant la zone d'embarquement des voix de hauts dirigeants d'entreprises qui étaient clairement en mode crise. « Marcus, nous avons suivi la couverture des médias sociaux, dit une voix de femme, probablement Janet des RH.
Le service juridique recommande des mesures immédiates de limitation des dégâts. Janet, je ne suis pas intéressé par la limitation des dégâts, répondit Marcus. Je suis intéressé à m'assurer que cela n'arrive plus jamais à aucun passager de notre réseau. Il regarda directement Patricia, qui s'était affaissée sur l'une des chaises de la zone d'embarquement, son tailleur de créateur froissé et son calme complètement brisé. Avec effet immédiat, Patricia Hartwell est licenciée pour motif légitime. Agression physique d'un passager, conduite discriminatoire et violation de la politique d'entreprise 847B concernant le service client respectueux. La tête de Patricia se redressa. Vous ne pouvez pas. J'ai de l'ancienneté. J'ai des droits. Vous avez le droit de demander le chômage, répondit Marcus calmement. Vous avez perdu tous les autres droits d'emploi lorsque vous avez porté la main sur un autre passager. Il se tourna vers Jennifer. Jennifer Martinez purgera une suspension sans solde de 2 semaines, suivie d'une formation obligatoire de prévention des préjugés et de 6 mois de probation de performance. Le non-achèvement de la formation ou tout incident ultérieur entraînera un licenciement immédiat. Jennifer hocha la tête frénétiquement, clairement reconnaissante d'avoir encore un emploi. Karen Mills sera retirée de ses fonctions de supervision à compter d'aujourd'hui, avec un ajustement salarial correspondant de $18 000 par an. Elle reprendra ses responsabilités d'agent de porte et achèvera une formation de gestion des préjugés avant toute future considération promotionnelle. Le démantèlement systématique était chirurgical dans sa précision. Chaque conséquence correspondait à l'échec spécifique, chaque punition calibrée au niveau exact de responsabilité. De plus, continua Marcus, nous mettons en œuvre des changements de politique immédiats sur l'ensemble de notre réseau, caméra corporelle pour tous les employés du service client, logiciel de détection de préjugés en temps réel pour les interactions clients, audit mensuel par des tiers du traitement des plaintes de discrimination. David Carter leva les yeux de ses notes. La documentation juridique sera complétée dans les 48 heures. Nous aurons besoin de déclarations de témoins et de copies de toutes les séquences des médias sociaux pour nos dossiers. Marcus vérifia sa montre, la Patek Philippe à $80 000 qui avait été le premier indice pour Patricia qu'elle avait commis une erreur catastrophique. Le vol pour New York a été retardé de 45 minutes en raison de cet incident. Tous les passagers recevront des bons de compensation. Les passagers de première classe recevront un hébergement supplémentaire pour la perturbation. Il fit une pause, regardant autour de la zone d'embarquement les visages des passagers qui avaient assisté à tout le spectacle. Plus important encore, nous établissons un fonds de $10 millions pour la formation à la prévention des préjugés et la résolution des plaintes de discrimination parce que la dignité ne devrait pas être un privilège réservé aux passagers qui ont une certaine apparence ou s'habillent selon les attentes de quelqu'un d'autre. La foule commença à applaudir lentement au début, puis les applaudissements s'amplifièrent, résonnant dans le terminal. Patricia était assise sur sa chaise, fixant le sol, sa carrière et sa réputation détruites par ses propres préjugés et capturées à jamais en vidéo haute définition. Marcus Washington avait accompli quelque chose de remarquable. Il avait transformé un moment d'humiliation personnelle en un changement systématique qui protégerait des milliers de futurs passagers, et il avait fait tout cela sans élever la voix. 2 heures plus tard, dans une salle de conférence du terminal, la réunion d'urgence avait été convoquée avec une précision militaire. Marcus était assis à la tête de la table de conférence polie, flanqué de David Carter et de 3 hauts dirigeants qui avaient été transportés par hélicoptère depuis le siège social de l'entreprise. Le direct de Maya était terminé, mais la vidéo était déjà virale sur toutes les grandes plateformes. La docteure Angela Foster, la nouvelle directrice de la diversité et de l'inclusion de la compagnie aérienne, présenta l'écran de sa tablette à la salle. Métriques actuelles des médias sociaux, 2,3 millions de vues sur toutes les plateformes, 847 000 partages, en tendance dans 23 pays. Remarquablement, 89% des commentaires sont positifs concernant notre réponse. Patricia Hartwell était introuvable. La sécurité l'avait escortée hors des lieux dans les 30 minutes suivant l'ultimatum de Marcus. Son badge d'identité de compagnie aérienne avait été confisqué, son accès à tous les systèmes de l'entreprise immédiatement révoqué. Les documents de son licenciement sont complets, rapporta Janet Morrison des RH via vidéoconférence. Le service juridique a confirmé qu'elle n'avait aucun motif de plainte pour licenciement abusif compte tenu de l'agression et du comportement discriminatoire documenté. Marcus hocha la tête d'un air approbateur. Qu'en est-il des autres employés? Jennifer Martinez s'est présentée à sa formation obligatoire ce matin, continua Janet.
Elle suivra 40 heures de cours sur la prévention des préjugés, plus une recertification du service client. Karen Mills a été réaffectée aux opérations de porte à Midway avec l'ajustement salarial que vous avez spécifié. David Carter consulta ses notes. Nous avons également reçu des accords de coopération des 4 agents de sécurité impliqués. Ils participeront à une formation à la désescalade axée sur la reconnaissance des préjugés implicites. 6 mois plus tard, au siège social, la réunion trimestrielle du conseil d'administration était devenue la partie préférée de Marcus dans la gestion de la compagnie aérienne. Les chiffres racontaient une histoire de transformation que même les investisseurs les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Les plaintes de discrimination ont diminué de 73% sur l'ensemble du réseau, rapporta la directrice des opérations Sarah Kim, la même Sarah qui avait tiré les dossiers d'employés de Patricia lors de l'incident de la porte 47. Les scores de satisfaction client ont augmenté de 34%, avec une amélioration spécifique dans les catégories de traitement respectueux. Le gigantesque écran de la salle de conférence affichait des données en temps réel du nouveau système de surveillance des préjugés. Des indicateurs verts montraient des interactions clients positives dans 847 emplacements de porte. Des drapeaux jaunes signalaient les situations nécessitant l'intervention d'un superviseur. Des alertes rouges, heureusement rares, déclenchaient des protocoles de réponse immédiate. Le programme de caméra corporelle a été remarquablement efficace, ajouta le chef de la sécurité Michael Torres. Les plaintes clients concernant le comportement des employés ont chuté de 67%. Plus important encore, les employés déclarent se sentir plus confiants dans leurs interactions, sachant qu'ils sont protégés contre les fausses accusations. Marcus étudia les projections financières. Les coûts de règlement des litiges ont diminué de 82% d'une année sur l'autre, rapporta David Carter avec satisfaction. Le fonds de 10 millions de dollars pour la prévention de la discrimination s'est autofinancé 3 fois en coûts de litige évités. Mais la métrique la plus impressionnante n'était pas financière, elle était humaine. L'effet Patricia Hartwell. La Dr Foster avait inventé le terme lors d'une interview pour la Harvard Business Review. L'effet Patricia Hartwell décrivait le changement mesurable de comportement des employés lorsque les conséquences de la discrimination devenaient rapides, publiques et mettaient fin à la carrière. Nous avons documenté un taux d'achèvement de 94% pour la formation volontaire sur les préjugés, expliqua la Dr Foster au conseil. Les employés ne se contentent pas de satisfaire aux exigences minimales, ils recherchent activement une éducation supplémentaire. L'industrie aérienne avait pris note. Cette grande compagnie aérienne avait mis en œuvre des politiques similaires en 6 mois. Le département des transports avait établi de nouvelles exigences de rapport sur les préjugés. Les auditions du Congrès sur la discrimination dans les compagnies aériennes avaient abouti à une législation fédérale exigeant des audits annuels sur les préjugés pour tous les transporteurs recevant des contrats fédéraux. Les solutions technologiques étaient également essentielles. Le système d'analyse de sentiments basé sur l'IA avait dépassé toutes les projections. Développé en partenariat avec le département d'informatique du MIT, le logiciel analysait le ton, le choix des mots et les schémas d'interaction en temps réel. Le système a signalé 12 847 interactions potentiellement problématiques au premier trimestre, rapporta la directrice de la technologie Lisa Park. Une intervention précoce a empêché 94% de ces interactions de dégénérer en plainte formelle. Marcus apprécia la précision. La technologie ne pouvait pas éliminer les préjugés humains, mais elle pouvait identifier des schémas et créer des structures de responsabilisation qui rendaient la discrimination coûteuse et limitative pour la carrière. Le cadre juridique. David Carter avait travaillé avec des organisations de défense des droits civiques pour créer ce que les juristes appellent maintenant les normes Washington, un cadre de réponse des entreprises aux incidents de discrimination qui équilibrait une justice rapide avec des protections de procédures régulières. L'innovation clé a été la documentation en temps réel, expliqua Carter lors d'un symposium à la Georgetown Law School. Les cas de discrimination traditionnels deviennent souvent des litiges de type il a dit, elle a dit. Lorsque tout est enregistré et diffusé en direct, les faits deviennent indiscutables. Le cadre avait été adopté par des hôtels, des restaurants, des chaînes de magasins et des agences gouvernementales. L'incident de la porte 47 avait accidentellement créé un nouveau modèle de responsabilisation des entreprises à l'ère des médias sociaux. Impact personnel. Maya Carter, l'adolescente dont le direct avait tout capturé, avait transformé son moment viral en une plateforme de défense de la justice sociale. Ses abonnés se comptaient désormais par millions, et sa campagne Documenter la discrimination avait contribué à dénoncer des incidents de préjugés dans de multiples industries.
Ce jour à l'aéroport a changé toute ma perspective, a déclaré Maya lors d'une conférence TED 6 mois plus tard. J'ai réalisé que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de simplement tenir votre téléphone et de laisser la vérité parler d'elle-même. Jennifer Martinez avait terminé sa formation et obtenu une promotion au poste d'agent de porte senior. Son expérience des préjugés implicites avait fait d'elle l'une des représentantes du service client les plus efficaces de la compagnie aérienne, particulièrement douée pour désamorcer les situations tendues. J'ai appris que les suppositions sont dangereuses, écrivit Jennifer dans son évaluation de performance. Chaque passager mérite la dignité, quelle que soit son apparence ou ce que je pense de son parcours. Karen Mills avait initialement eu du mal avec sa rétrogradation, mais a finalement trouvé un but dans son nouveau rôle. Son expérience de la mauvaise gestion de la crise de la porte 47 lui avait enseigné de précieuses leçons sur le leadership sous pression. Je pensais qu'une bonne gestion signifiait prendre des décisions rapides, a réfléchi Mills lors de son évaluation de 6 mois. J'ai appris qu'une bonne gestion signifie prendre les bonnes décisions, même lorsqu'elles sont inconfortables. Le changement systémique. La transformation la plus significative fut culturelle. Les enquêtes auprès des employés montraient une amélioration de 89% de la confiance lors des interactions avec des passagers divers. Les taux d'achèvement des formations étaient passés de 67% à 97%. Plus important encore, l'intervention des témoins lors d'incidents discriminatoires avait augmenté de 340%. Nous n'avons pas seulement changé les politiques, a expliqué Marcus lors d'une interview à Forbes. Nous avons changé la compréhension que la discrimination a des conséquences immédiates, publiques et qui mettent fin à la carrière. Le cours de l'action de la compagnie aérienne avait augmenté de 23% depuis l'incident de la porte 47. Les investisseurs appréciaient les entreprises qui pouvaient transformer des crises potentielles en avantages concurrentiels grâce à un leadership décisif et à une réforme systématique. La mesure de la justice. Le rapport final de la Dr Foster au Conseil contenait la métrique que Marcus valorisait le plus, 0 poursuites liées à la discrimination déposée au cours des 6 derniers mois. Pas réduite, pas réglée discrètement. 0. Nous avons essentiellement éliminé le risque juridique que la discrimination pose à nos opérations, a-t-elle rapporté. Plus important encore, nous avons créé un environnement où chaque passager peut s'attendre à un traitement digne, quelle que soit son apparence, son origine ou les suppositions que d'autres pourraient faire à son sujet. Marcus regarda autour de la salle de conférence son équipe de direction, un groupe diversifié qui avait été soigneusement assemblé sur la base de la compétence, du caractère et de l'engagement envers les valeurs de l'entreprise. L'incident de la porte 47 a coûté sa carrière à Patricia Hartwell, dit-il doucement. Mais il a peut-être sauvé les carrières de chaque employé qui a appris que la discrimination n'est pas seulement moralement mauvaise, elle est professionnellement suicidaire. La transformation était complète. Un moment d'humiliation personnelle était devenu un changement systématique affectant des millions de passagers chaque année. La justice, il s'est avéré, était mieux servie avec des données, des conséquences et un engagement inébranlable envers le principe que la dignité n'est pas négociable. Un an plus tard, Marcus Washington se tenait au pupitre de la Convention nationale des droits civiques, regardant une audience d'activistes, d'avocats et de dirigeants qui s'étaient réunis pour discuter du changement systémique dans les entreprises américaines. L'incident de la porte 47 était devenu une étude de cas dans les écoles de commerce, les facultés de droit et les programmes de formation à la diversité à travers le pays. Il y a 12 mois, j'ai été agressé physiquement et humilié publiquement pour le crime d'exister dans un espace que quelqu'un estimait que je ne méritais pas, commença-t-il, sa voix portant la même autorité tranquille qui avait transformé un moment de crise personnelle en une réforme à l'échelle de l'industrie. L'audience était silencieuse, beaucoup ayant regardé le direct viral de Maya qui avait maintenant été visionné plus de 47 millions de fois dans le monde. Aujourd'hui, je veux partager ce que nous avons appris sur le pouvoir de la responsabilisation, l'importance du changement systématique et la différence entre la vengeance et la justice. Les chiffres racontent l'histoire. La transformation avait été mesurable et profonde. Les plaintes de discrimination dans les compagnies aériennes avaient chuté de 67% à l'échelle de l'industrie. Les normes Washington pour la réponse aux incidents de préjugés avaient été adoptées par 847 entreprises dans 23 industries. La législation fédérale exigeant des audits de préjugés pour les entrepreneurs gouvernementaux avait été adoptée avec un soutien bipartisan. Nous n'avons pas seulement changé une compagnie aérienne, continua Marcus. Nous avons démontré que des réponses calmes et fondées sur les données à l'injustice créent un impact plus durable que toute représaille émotionnelle ne pourrait jamais le faire. Maya Carter,
maintenant âgé de 18 ans et étudiant le journalisme à Northwestern, avait été invité à prendre la parole aux côtés de Marcus. Sa plateforme documentait la discrimination avait contribué à dénoncer des incidents de préjugés dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les soins de santé et l'éducation. La leçon la plus importante de ce jour, s'adressa Maya à la foule, est que tout le monde a le pouvoir d'être un témoin. Votre téléphone est un outil de justice. Votre voix compte. Votre volonté de documenter l'injustice peut protéger les autres. L'effet d'entraînement. Patricia Hartwell était devenue un catalyseur involontaire de changement. Son agression contre Marcus avait déclenché des conversations dans les salles de conseil, les salles de classe et les salons à travers l'Amérique sur les suppositions que nous faisons, les préjugés que nous portons et les systèmes qui permettent à la discrimination de prospérer. Cette grande compagnie aérienne avait mis en œuvre des programmes de prévention des préjugés. 12 chaînes hôtelières avaient adopté une surveillance en temps réel de la discrimination. Les agences fédérales avaient établi de nouvelles exigences de rapport pour les incidents de préjugés impliquant des entrepreneurs gouvernementaux. Patricia Hartwell a détruit sa propre carrière par ses préjugés, a réfléchi Marcus. Mais ces actions ont involontairement protégé des milliers de futurs voyageurs de vivre ce que j'ai vécu ce matin-là. L'héritage personnel. L'incident avait changé Marcus d'une manière inattendue. Le PDG, qui avait autrefois évité de parler en public, s'adressait maintenant régulièrement à des conférences sur le leadership, la dignité et la responsabilité du pouvoir. J'ai appris que le privilège ne se limite pas à ce que vous avez, a-t-il expliqué. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez quand d'autres ne peuvent pas se défendre. Le fonds de 10 millions de dollars de la compagnie aérienne pour la prévention des préjugés était passé à 47 millions de dollars grâce à des dons de contrepartie d'autres entreprises. L'argent finançait des programmes de formation, la recherche sur les préjugés et un soutien juridique aux victimes de discrimination qui ne pouvaient pas se permettre des avocats de haut vol. L'appel à l'action. Alors que son discours se terminait, Marcus regarda directement les caméras qui diffusaient ses remarques dans le monde entier. Si vous avez été témoin de discrimination, parlez. Si vous avez subi des préjugés, documentez-les. Si vous avez le pouvoir, utilisez-le pour protéger ceux qui n'en ont pas. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Partagez vos histoires dans les commentaires. Chaque récit d'injustice contribue à sensibiliser. Chaque incident documenté crée une responsabilisation. Chaque personne qui refuse de rester silencieuse rend notre société plus juste. L'audience se leva sous des applaudissements soutenus, mais Marcus leva la main pour obtenir le silence. Abonnez-vous aux plateformes qui amplifient les voix marginalisées. Suivez Maya Carter et d'autres jeunes activistes qui documentent la discrimination en temps réel. Utilisez le hashtag La Dignité d'abord lorsque vous partagez des histoires de lutte contre les préjugés. Le défi final. Plus important encore, rappelez-vous que la justice n'est pas un sport de spectateurs. Lorsque vous voyez quelqu'un être traité injustement en raison de sa race, de son apparence ou des suppositions que d'autres font à son sujet, vous avez un choix. La voix de Marcus devint plus forte, emplissant l'auditorium. Vous pouvez rester là à regarder. Ou vous pouvez vous rappeler que la dignité n'est pas négociable, le respect n'est pas facultatif, et chaque être humain mérite d'être traité avec une décence fondamentale, quelle que soit son apparence ou ce que d'autres supposent de son origine. La standing ovation dura 7 minutes. Rejoignez le mouvement. Partagez cette histoire si vous croyez que la dignité devrait être universelle. Commentez ci-dessous avec vos propres expériences de témoignage ou de confrontation à la discrimination. Abonnez-vous à Blacktail Stories pour plus de récits de justice triomphant des préjugés. Utilisez la dignité d'abord pour amplifier les histoires de courage, de responsabilisation et de changement systématique. Parce que parfois, la réponse la plus puissante à la haine n'est pas la colère. C'est la détermination tranquille de construire un monde meilleur pour tous.